Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est journaliste politique, essayiste français. Il connaît très très bien la politique. C'est Alain Duhamel qui est avec nous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce livre. Merci. Emmanuel Le Hardi aux éditions de l'Observatoire. Une analyse, je le disais, de la personnalité et de la ligne politique d'Emmanuel Macron. Oui, absolument. Je disais, je plaisantais en disant vous croyez, parce qu'évidemment, ça fait 50 ans que vous suivez la vie politique. Plus. Bon, donc Emmanuel Le Hardi. Alors, évidemment, il y a déjà des commentaires sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas toujours regarder quand même. Pourquoi il a choisi Le Hardi? Alors, il le raconte, et vous le dites bien dans ce livre, qu'on a lu, nous. Mais expliquez-nous, alors, justement. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que je mets un adjectif? C'est parce que sous l'Ancien Régime, les monarques étaient très souvent affublés d'un sobriquet qui était quelquefois aimable et quelquefois très désagréable. Ça pouvait être le chauve, le bègue, etc. Ou ça pouvait être le grand... voire le téméraire, voire le hardi. Bon, et je cherchais à définir d'un mot, d'un adjectif Emmanuel Macron. J'ai donc hésité en permanence. J'ai vraiment balancé jusqu'au bout, jusqu'à ma conclusion en fait. Donc pendant 9 mois, entre le hardi et le téméraire. Et pourquoi le hardi ou le téméraire? Parce que de toute façon, sa caractéristique qui a commencé dès qu'il a été candidat, mais qui s'est confirmée depuis le début de son quinquennat, c'est que c'est quelqu'un qui prend des risques, tout le temps. Et la question était de savoir s'il en prend trop ou pas, si ça se retourne contre lui ou non. J'ai hésité, puis finalement j'ai choisi le hardi parce que je me suis dit qu'au fond, au stade où on en était, on ne pouvait pas dire, rien n'était joué. Et d'ailleurs, les sondages qui sont provisoires, comme les réseaux sociaux, sont aujourd'hui corrects. Ça veut dire que la situation est ouverte. Oui, c'est ça. Vous dites que c'est un audacieux, mais aussi très gaffeur. Ah oui, ça, c'est pas un livre de louanges, d'ailleurs, ça n'a pas été reçu comme ça. Je dis ce que je trouve bien. Bon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est intellectuellement brillant, qui travaille beaucoup, qui comprend ce qu'il fait, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui gouvernent, et qui a de la résolution. Bon, maintenant, c'est aussi quelqu'un qui découvre la politique, qui la connaît pas du tout, qui commet des erreurs psychologiques permanentes et qui gaffe. Et il gaffe, alors... et de façon irréversible, souvent. De toute façon, ça laisse des traces et puis ça vexe. En fait, c'est quelqu'un... Il y a des Français qui l'admirent, il y a des Français qui le vexent, et puis il y a des Français, les deux. Ils l'admirent, mais ils sont vexés. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est un personnage qui est quand même à la fois complexe et surtout, enfin les deux, extraordinairement atypique. Est-ce qu'il faut décorréler le président de l'homme? Parce qu'on a l'impression que finalement le président est plutôt pas mal apprécié, mais que l'homme est détesté. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il déclenche des passions. Alors, vous me direz... Presque tous les présidents de la Ve République ont déclenché des passions à un moment donné. Mais justement, pour ses prédécesseurs, c'était à un moment donné. Et lui, c'est quelqu'un qui déclenche des passions depuis qu'il a passé le nez derrière la vitre politique. Et avec des paroxysmes. On se rappelle tous, pendant la crise des Gilets jaunes, que dans des défilés, il y avait des simulacres de pendaison, des simulacres d'exécution, des simulacres d'autodafé. Enfin, il y avait une sorte de retour de la haine, comme on n'en avait pas connu en France depuis, en tout cas, la fin de la guerre d'Algérie. Et or, il se trouve qu'il y a toujours une fraction importante des Français qui simplement ne le supportent pas. Bon, pour beaucoup de raisons, parce qu'on est en crise multiple, et donc que ça ne rend pas les gens tolérants, mesurés et nuancés, bien entendu. Parce que il concentre énormément les pouvoirs dans ses mains, donc il est tenu à juste titre, comme responsable, non pas des crises, mais enfin, comme celui qui est responsable des décisions, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, il y a son style, son itinéraire et son image. Alors, je les dire vraiment là, personnel, presque intime. C'est dans un pays qui ne supporte pas les inégalités. On est le pays le plus égalitaire du monde. Dans un pays qui ne supporte pas les inégalités, il a eu la tête aussi de celui qui a tout réussi facilement et rapidement. Et il y a beaucoup de gens que ça exaspère, qui trouvent ça injuste.
Y compris d'ailleurs au sein des politiques, quoi. Et y compris au sein du gouvernement. Y compris au sein du gouvernement. Enfin, plutôt de l'ancien gouvernement avec François Hollande, où on l'a vu arriver et doubler un peu tout le monde. Ça, vous le racontez. Bien sûr. Ça, il a impressionné et éclipsé ses rivaux à une vitesse phénoménale. C'est là où il a vraiment été, dès le départ, incroyablement audacieux. Qui aurait dit que quelqu'un qui était absolument inconnu 2 ans avant le premier tour, absolument inconnu, finirait par se faire élire. Franchement, on n'a jamais vu ça sous aucune république française. Même lui, sans doute, a été un peu surpris. Mais il reconnaît qu'il était un peu, qu'il a pris tellement de risques qu'il était un peu inconscient aussi. Mais il l'avait traduit à travers un livre que vous rappelez, qui s'appelait Révolution. C'était pas n'importe quoi comme titre. C'était même abusif. Prémonitoire. C'était abusif. Il aurait dû appeler ça crise au pluriel. Oui. Alors, dans un premier temps, dans votre livre, vous faites des comparaisons, et notamment des comparaisons avec Bonaparte, le bonapartisme. Oui, enfin, je ne le mets pas du tout à la hauteur de Bonaparte. Non, mais vous essayez quand même de faire ces comparaisons. Pourquoi alors c'est en fait, donc il y a d'un côté, je crois que c'est ce que j'écris à peu près mot à mot. Bonaparte est un génie, Emmanuel Macron est un talent. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Donc je dis pas du tout c'est Bonaparte. Ça n'est pas notre jeune Bonaparte. En revanche, je pense que c'est, qu'il en ait conscience ou pas, un bonapartiste. C'est-à-dire qui s'inscrit dans un courant qui en France existe depuis le consulat et qui est la recherche de l'homme ayant de l'autorité, impressionnant, prenant des risques. Si on regarde rapidement les critères du bonapartisme, le bonapartisme, c'est d'abord une grande rupture. Il coche la case en matière de rupture. Ensuite, c'est le goût de l'autorité. On ne peut pas dire qu'il ne concentre pas les pouvoirs. Il les concentre. Ensuite, c'est la passion des réformes. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive et que toutes les crises y correspondent, bien entendu. Mais c'est la passion des réformes. Même chose. C'est une volonté d'incarnation. Là, on est tous à attendre sa prochaine intervention. On se demandait si ce serait jeudi soir. Finalement, ça sera peut-être la semaine prochaine. Mais je veux dire, pour incarner ce qu'il fait, il incarne ce qu'il fait. Et puis, évidemment, la passion de l'audace et du risque. L'ambition. L'ambition, bien sûr. Mais ça, je dirais que l'ambition, ça n'est pas le propre du bonapartisme, c'est le propre de la politique. Donc, c'est plus vaste. Mais vous voyez, je veux dire, les critères correspondent. On peut relier aussi avec Bonaparte, avec sa gestion, par exemple, des religions. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Ce que Bonaparte a fait avec les concordats, c'est ce qu'il essaye de moderniser avec la loi sur, quels que soient les mots qu'on emploie, le séparatisme. Là aussi, il est celui qui veut organiser les relations avec les religions. Mais vous savez, on trouve beaucoup de sujets d'intérêt commun, parce que quand on parle de Bonaparte, les Français pensent plus Napoléon que Bonaparte, et donc plus le chef de guerre que le chef d'État civil. Mais le chef d'État civil Bonaparte, il a inventé la France moderne. Il a tout fait. Le code civil, le code pénal, les lycées, les préfets, les corps de contrôle, le Conseil d'État. Il a tout fait. Et la Banque de France. Emmanuel Macron n'en est pas du tout là. Non, mais il essaye. Il avait ce secret, cette pensée secrète probablement de tout réformer, de laisser une trace un peu comme. C'est pour ça qu'il avait choisi le titre de Révolution. Qui est excessif, mais de révolution pour son livre programme. Complètement. Il voudrait, d'ailleurs il le dit en permanence, il voudrait métamorphoser la France, transformer la France. C'est ce que, alors Bonaparte y était arrivé. Avec quelques inconvénients quand même par la suite. Lui, il a essayé en réalité pendant 2 ans, puis ensuite on s'est trouvé avec les gilets jaunes, et puis maintenant le Covid. Ça n'aide pas, mais il essaie quand même, et on voit très bien qu'il ne renonce pas aux réformes, parce que c'est vrai sur le séparatisme, c'est vrai sur la sécurité. Il y a 3 projets de loi en ce moment importants, donc discuter, bien entendu. Allez, Alain Duhamel, vous restez avec nous jusqu'à 10h. Emmanuel Le Hardi, c'est ce livre donc où là il y a ce parallèle avec le bonapartisme. On va parler aussi de sa volonté de conquête. Alors c'est pas la même chose évidemment que du temps de Napoléon, bien sûr, mais il y a quand même une volonté en fait de conquête aussi de l'espace, non seulement français mais européen, et de compter sur la planète monde aussi, si je puis dire. Et puis on terminera, et les auditeurs vont appeler, on
On terminera aussi par 2022, puisque à la fin, évidemment, vous essayez de désigner un petit peu ses futurs adversaires. Et bien sûr, vos appels 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Alain Duhamel. Restez là, et c'est Grand Matin Sud Radio. Le livre ce matin, c'est Emmanuel Le Hardi aux éditions de l'Observatoire, écrit par l'auteur, et journaliste et politique, essayiste français. Alain Duhamel qui est avec nous, et vos appels au 0826 300 300. Je crois que vous vouliez poser des questions avec Frédéric qui est avec nous. Dans un instant, donc on va prendre en fait les auditeurs, mais ce qu'on évoquait juste avant la pause, c'était quand même l'esprit de conquête pour faire le lien entre le bonapartisme et Emmanuel Macron. Même si, comme vous l'avez dit, du côté de Bonaparte, c'était un génie. Macron, c'est un talent, dites-vous, pour faire la distinction. Et on comprend tout, là, à travers ça. Mais il avait, en venant au pouvoir, cet esprit de conquête. Et il l'a toujours, Emmanuel Macron. Ce que les Français sous-estiment beaucoup, parce que la politique étrangère ne les intéresse pas beaucoup, et l'Europe les ennuie. Comme d'ailleurs, elle ennuie les journalistes. Les journalistes ont horreur de parler des questions européennes. À chaque fois que dans une conférence de rédaction, on commence à dire « Et à Bruxelles, immédiatement, il y a un concert pour dire « Ah non, 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 pas Bruxelles ». Mais Emmanuel Macron, visiblement, il est arrivé avec un objectif qui est de jouer un rôle non pas directeur, mais d'inspirateur et d'accélérateur au plan européen. Et il a obtenu, c'est parce que beaucoup de présidents français ont eu cette ambition-là, mais il a obtenu des résultats. Et en particulier, au moment du Covid, c'est lui qui est arrivé à convertir Angela Merkel. Dieu sait qu'elle était réticente depuis des années et des années. Il est arrivé à la convertir à ce qui a tout changé, ce qui peut nous permettre d'espérer un plan de relance. Je ne dis pas qu'il fonctionne, j'en sais, c'est trop tôt, mais très ambitieux, ce qui nous permet aussi de nous endetter à moindre risque. C'est parce qu'il est arrivé à bousculer les Européens, à bousculer aussi Angela Merkel et à obtenir ce que personne n'avait jamais obtenu. Ce qui fait que l'Europe, dont on dit qu'elle ne sert à rien, en l'occurrence, elle nous permet de nous endetter, de dépenser et de financer le bouclier social que, Dieu merci, on déploie pour essayer d'aider pas encore assez de gens, mais quand même énormément de gens, et plus que dans les autres pays. Vous dites d'ailleurs que c'est ce qu'il a fait de mieux. Pourquoi on n'en parle jamais? Oui. Mais on n'en parle jamais parce que la question européenne n'est pas dans la tête des gens. Alors, il faut reconnaître, les négociations à Bruxelles, c'est assez technique, c'est assez aride. Alors, si on croit à un avenir d'une entité politique appelée Europe qui pèserait davantage que chacun des pays qui la composent, en face de la Chine, en face des États-Unis, demain en face de l'Inde et un jour du Brésil, etc. Si on croit à ça, on le suit de près. Moi, c'est mon cas. Mais beaucoup. Vous croyez à ça, mais pas. Bon, après, c'est pas forcément. Vous n'êtes pas forcément derrière Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire. Ma réponse, elle est beaucoup plus simple encore que ça. J'y croyais déjà quand il n'était pas né. Chez moi, c'est pas une conviction qui date d'aujourd'hui, c'est une conviction qui date de quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire en 1960. Et en 1960, Emmanuel Macron était dans les limbes. Mais c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. D'ailleurs, les présidents français successifs qui ont tous tenté, ce qui est normal d'ailleurs, ce qui est même souhaitable, qui est un goût français dans la pâte européenne, et qui est un rôle un peu spécifique, d'inspiration toujours. Mais ils l'ont tous tenté, et évidemment, c'est l'objectif, c'est que la personnalité européenne, l'ambition européenne soit une ambition française aussi. C'est ça. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut se dire que d'autres pays le font à leur manière, comme évidemment l'Allemagne. Avant il y avait les Britanniques, mais maintenant ça n'est plus le problème. Bon, mais il y a réellement l'idée. Il doit y avoir une souveraineté européenne, mais la souveraineté européenne doit être au bénéfice aussi de la souveraineté française, bien sûr. Absolument. Allez, on va au 0826 300 300. Oui, avec Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric. Bonjour Monsieur Duhamel. Bonjour. Alors, je suis extrêmement impressionné d'être avec vous. Je m'y attendais pas trop parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un monument du journalisme et de la politologie. Vous vous exprimez, je vous ai jamais entendu vous exprimer avec agressivité. Vous expliquez avec un vocabulaire extrêmement clair. C'est toujours très bien détaillé. Donc franchement, voilà, je suis vraiment impressionné d'être avec vous. Mais je crois que vous m'avez ému, Frédéric. Mais en même temps flatté. Voilà. Enfin bon. Merci. Mais par contre, alors je vais.
Vous n'êtes pas forcément d'accord avec le propos. Bah non, ça fait partie du débat, bien sûr. Je suis embêté parce que voilà, moi je suis absolument pas d'accord avec les définitions que vous avez données de Monsieur Macron. Moi, je verrais plutôt des choses. Alors, vous savez toujours être calme et non agressif. Moi, vous allez voir dans quelques secondes, je sais pas faire. Restez calme, Frédéric. Je suis calme. On va vous y aider, Frédéric. Mais disons que je le vois beaucoup plus comme un pleutre, un lâche, un couard, un irresponsable. Alors vous avez employé le terme d'inconscience tout à l'heure, et je verrais bien ça comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, depuis 47 ans, donc à l'époque où vous avez commencé votre carrière de journaliste politique, j'ai vu, moi, donc la France partir avec un acharnement incroyable pour détruire son industrie et son agriculture, et ça continue. Macron a donc tué une partie d'Alstom lorsqu'il était ministre de l'économie sous Hollande. Il a continué avec, je crois, 3 entreprises dernièrement dont j'ai plus le nom, avec Bruno Le Maire, à la complicité de Bruno Le Maire, qui ont été des technologies sensibles à la fois pour notre sécurité et notre industrie. L'aéroport de Paris, qui est la plus grande frontière avec le monde, que Bruno Le Maire essaye de refourguer. Ensuite, l'insécurité, il aurait pu essayer de faire quelque chose. L'islamisme politique et terroriste, pareil, ça a commencé sous Giscard et sous Mitterrand. Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il met Nicole Belloubet derrière en garde des Sceaux après Taubira. C'est quand même fou. L'État a besoin d'une police. À l'époque. Aujourd'hui, c'est Dupond-Moretti, mais Belloubet. L'État a besoin d'une police, d'une gendarmerie, d'une armée. Il commence déjà à sabrer Pierre de Villiers, et ensuite il met un repris de justice à l'intérieur, Castaner. Et régulièrement, il se moque, il humilie, il insulte les forces de l'ordre pour essayer de complaire à toute cette gauche bien pensante abominable. Ensuite... Frédéric, il va peut-être vous répondre, Alain Duhamel. Je termine avec une autre petite chose qui me paraît importante. Oui, allez-y. Le Conseil d'État et le Conseil institutionnel, j'ai un peu de mal parce que moi je suis pas très doué à les différencier, mais moi, tout ce que je vois dernièrement de leurs actions, ils essayent toujours de brider les choses qui pourraient essayer de faire évoluer dans le bon sens certaines situations. Non, ils arrivent et ils brident. Mais parce qu'ils sont en grande partie formés par des personnes de gauche qui ont été installées par Mitterrand, par Hollande, par Chirac, etc. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Une immigration qui est complètement folle. On a je ne sais combien de personnes qui viennent, ce sont des personnes qui n'ont pas de qualification ou très peu. Comme on a flingué notre industrie et en partie notre agriculture, comment leur donner du travail? Ils n'auront pas de travail. Et en plus, dans ces personnes qui viennent, il y en a plusieurs centaines, voire des milliers, qui sont extrêmement dangereux. Il aurait pu essayer de fermer nos frontières, de limiter certaines choses par rapport à l'Europe. Il est pas du tout interdit. Frédéric. Donc le hardi, moi ça non, vous dites non. Ça me va pas du tout. Non, vous dites non. Oui. Et ce qui m'embête, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui est véritablement extrêmement cultivé, que vous êtes plus que cultivé. Je ne comprends pas ce titre qui, pour moi, est en totale contradiction avec la vérité. Donc, vous voyez ce que je peux mettre derrière cette définition. Alors, Alain Duhamel va vous répondre. Restez en ligne avec nous, Frédéric. Vous avez pu développer, évidemment, et ce qui est bien, en fait, toutes ces idées. Il y a un certain nombre de points, d'ailleurs, qui sont dans le livre, en fait, d'Alain Duhamel. Par exemple, ce Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Alors, d'abord, pour quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer, je trouve que vous nous débrouillez pas mal, quand même. Bon, ensuite, sur le fond des choses, d'une part, mais ça, c'est classique et c'est tentant. Vous avez un peu tendance, pas un peu, vous avez beaucoup tendance à assimiler et à identifier une évolution de 40 ou 50 ans à Macron, c'est-à-dire 3 ans. Bon, il y a beaucoup de choses que vous disiez qui sont vraies, mais qui ne datent pas du tout de Macron. Alors vous allez me dire, oui, mais lui, il ne l'a pas empêché, ou lui, il n'a pas fait le contraire. Ben si, il y a des domaines dans lesquels, au contraire, il a fait le contraire. Mais simplement, il est évident que 3 ans après 40 ans, ça n'a pas le même impact, surtout si ces 3 ans vont de crise en crise, c'est-à-dire avec des limitations. À propos de limitations, vous citiez le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Là, je suis d'accord avec vous qu'à plusieurs reprises, et j'en parle dans le livre, à plusieurs reprises, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, mais aussi à sa manière la Cour des comptes, mais aussi les tribunaux administratifs, quelquefois les tribunaux judiciaires, ont pris des décisions, des arrêtés, etc., qui, effectivement, freinaient, voire bloquaient certaines décisions qui avaient été prises. Mais
c'est les décisions qui étaient souvent bonnes. Et les freins, c'était en fait des freins contre ce qu'il essayait de faire. Alors, on ne peut pas lui reprocher à la fois ce qu'il essayait de faire, et puis les freins qu'ont mis ceux qui voulaient l'empêcher de le faire. Même s'ils l'ont fait quelquefois pour des raisons juridiques valables, mais il n'empêche que c'est vrai qu'il y a eu un freinage. Au moment où lui voulait accélérer dans certains domaines, il y a eu un freinage. Bon, le freinage, je veux dire, il en paie le prix, et nous aussi. Alors maintenant, vous dites qu'il y a eu sur des entreprises, vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup le maire, c'est votre droit. Et je ne vous ai pas dit que j'étais un fanatique non plus. Mais vous avez l'air qu'il y a une espèce d'entreprise de déconstruction de l'industrie et de l'agriculture. D'abord, l'agriculture, je crois qu'elle n'a pas eu à se plaindre de Macron. D'ailleurs, elle ne se plaint pas de Macron. Mais en ce qui concerne l'industrie, on est au pied d'une pyramide qui a été entamé depuis très longtemps. Bon, et c'est vrai qu'il faut tenter de reconstruire certaines choses. Pour l'instant, d'abord, je vous ferai remarquer, puisque c'est eux qui le disent, que depuis le début de la crise du Covid, l'industrie française a bien tenu le coup. Elle a fonctionné au mois de décembre, c'est le dernier chiffre que j'ai d'ailleurs, c'est difficile d'avoir fin janvier puisqu'on ne l'a pas encore. Au mois de décembre, elle fonctionnait à 93% de ses capacités malgré la crise du Covid. Donc elle n'est pas détruite. Elle a été entamée. Pour ce qui reste, quoi. Pour ce qui reste, oui, parce qu'il y en a eu beaucoup de détruits auparavant. Attendez, non, mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de destruction de l'industrie française, puisque c'est une réalité. Puisque, en gros, il y a 50 ans, on était pratiquement à la même hauteur que les Allemands, et qu'aujourd'hui, on est à la moitié. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. J'essaye d'être de bonne foi. Je sais que ça n'est pas forcément populaire, mais j'essaye d'être de bonne foi. C'est le résultat d'une évolution de 50 ans. Bon, alors c'est vrai qu'il n'a pas fait de miracle, qu'il n'a pas, en 3 ans, renversé la table, etc. Mais il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui sont utiles, y compris quand il s'agit de défendre des intérêts industriels français. Je dis bien industriels, parce qu'autant je trouve ça normal en matière industrielle, autant je ne suis pas sûr que, par exemple, à propos de Carrefour, tout ça s'imposait. Allez, on va poursuivre dans un instant. Merci Frédéric, c'est un bon dialogue avec Alain Duhamel. On nous appelle encore au 0826 300 300, on va continuer jusqu'à 10h, et puis on terminera justement aussi sur la perspective de 2022. Restez là, il est 9h45, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Alain Duhamel est avec nous, Emmanuel Le Hardi, c'est le titre de ce livre aux éditions de l'Observatoire. Je reviens sur ce que disait notre auditeur Frédéric, on a encore un auditeur qui nous appelle au 0826 300 300. Est-ce que la conséquence de cette, finalement, la cause de cette colère de la population, c'est ce face-à-face qu'a voulu mettre en place Emmanuel Macron, mais de lui directement vis-à-vis des Français? C'est pour ça que je soutiens la thèse selon laquelle, dans une situation entre le compromis et le risque, il choisit toujours le risque et pas le compromis. Ce qui peut être quelquefois très utile et quelquefois très dangereux, voire très négatif. Bon, et on le voit bien depuis le début, et je le souligne beaucoup dans le livre, il a refusé le dialogue avec les syndicats, il s'y est très mal pris. Qu'il a affaibli. Bien sûr. Ils étaient déjà assez faibles, il faut dire. Et il a raté son dialogue avec les élus locaux, régionaux, municipaux. Je dis ça parce qu'il ne faudrait pas croire que sous prétexte que je dis Le Hardi, le livre est une apologie. Non, pas du tout. Non, bien sûr. Et au fond, tout ce qui est intermédiaire, les partis politiques, ils jouent un rôle vraiment marginal aujourd'hui. Donc, syndicats, élus locaux, partis politiques, tout ça est largement effacé. Et à la place, l'instauration d'un dialogue direct, permanent, mais quotidien, entre le président qui décide, mais qui incarne, mais aussi qui est hyper responsable, qui n'est pas responsable simplement au moment de l'élection présidentielle. Dans la tête des Français, il est responsable tous les jours. Bon, c'est quelque chose qui est... alors ça, c'est une de mes thèses dans le livre. Il a détruit le vieux monde, mais il n'a pas construit le nouveau monde. C'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux extrêmement fragile. C'est ce que j'appelle une société politique liquide, dans laquelle tout peut se passer, où il n'y a plus de structure. Et ce dialogue direct, quotidien, un peu oppressant, et souvent, quelquefois tragique, dans les conditions dans lesquelles on se trouve, entre Emmanuel Macron et les Français, c'est quelque chose qui est
redoutable et qui, à mes yeux, ne peut être que provisoire. Allez, je veux dire, il ne peut pas y avoir, en tout cas, 2 quinquennats de suite comme ça. Non, allez, on file au standard. 0826 300 300 avec Olivier qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Monsieur Duhamel, bonjour. Bonjour. J'ai du respect pour le sérieux de votre travail, mais je ne suis pas du tout d'accord avec votre approche, mais c'est tout l'intérêt, du débat contradictoire. Ouais. Alors plusieurs choses, vous avez dit, il a éclipsé tous ses adversaires pendant l'élection, le m'était étonné. Non, pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai vu quand même qu'il y avait tous les grands patrons des grands médias qui étaient à son service, qui lui ont fait plus de couverture qu'aucun n'en a eu, et que tout a été fait et organisé pour que ce monsieur fasse la surprise. Donc, ça poserait la question d'ailleurs du fonctionnement de notre démocratie aussi de ce point de vue-là. Ouais. Donc déjà, je suis pas d'accord sur ce constat. Je pense que le pays il est dans une grande fracture. Je pense que c'est pire depuis 3 ans. Et moi, je vais pas aller 47 ans en arrière, parce que si on s'arrête simplement à ce qu'a fait M. Macron et ce qu'il a détruit, Napoléon construisait, a bâti, Macron a beaucoup détruit. D'ailleurs, si on devait comparer sur un point précis, Olivier, parce qu'on va être pris après par le temps. Sur un point précis, la santé, les retraites, le code du travail, il l'a achevé. Enfin, il y a plein de faits qui font qu'aujourd'hui, on est dans une paupérisation bien avant la crise du Covid. On est à plus de 9 millions de pauvres aujourd'hui. Si on devait comparer à Napoléon, ça serait plutôt le 3 et ça serait au moment de la défaite de Sedan. Je ne compare pas du tout à Napoléon. J'entends bien. Mais moi, je préfère le comparer à lui, Napoléon Bonaparte, et au moment de la défaite de Sedan, juste avant l'explosion de la Commune. Je crois qu'on est un petit peu dans cette configuration-là. Alors, Olivier, sur les points, évidemment, et Alain Duhamel, vous le dites, sur l'économie de marché, c'est vrai qu'il a voulu engager des réformes pour le marché du travail, etc. Mais ça, non seulement, c'est pas que on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. C'est pas que je le reconnais, c'est que je le souligne dans le livre. Il est arrivé, alors d'abord en ce qui concerne l'élection dont parlait votre éditeur, en ce qui concerne l'élection, franchement, 2 ans avant, personne n'y aurait cru, en tout cas pas moi. Si vous y pensiez 2 ans avant, vous êtes vraiment très fort. Il n'a pas été élu par une conjuration de grands patrons. Il a été élu parce que la gauche était dans un état épouvantable, parce que la droite a eu l'affaire Fillon, et parce que lui a foncé au milieu, ce qui était peu vraisemblable comme décision, et qui se trouve avoir marché. Voilà. Après, il y avait, c'est vrai, des grands patrons qui étaient plutôt favorables. Oui, mais c'est pas eux qui votent non plus. Et la presse, franchement... Et alors la presse, que je connais quand même assez bien, puisque je crois que j'ai à peu près tout fait, presse écrite quotidienne, régionale, hebdomadaire, radio, télévision, donc j'ai un petit peu mon expérience interne, disons, de la presse. La presse, c'est pas le propriétaire qui le matin lance ses instructions en disant vous allez être ceci, vous allez être cela. Ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, il suffit d'écouter les radios et de regarder les télévisions pour bien voir que c'est très différent comme tonalité d'un endroit à un autre. Dieu merci, c'est ça la démocratie aussi, qui est des sensibilités mais c'est vrai que comme il y avait l'effet nouveauté... Et c'est vrai qu'en plus, il y a le phénomène gigantesque, considérable, et sur lequel les grands patrons, les propriétaires, les ceci, les cela n'ont aucun impact, et qui comptent de plus en plus, à mon avis, plus que les autres médias, et qui sont les réseaux sociaux. Personne ne les contrôle. Et c'est d'ailleurs très bien comme ça. Moi, je suis tout à fait pour cette rivalité avec les médias classiques et la stimulation que ça implique. Mais là, il ne doit pas y avoir... je veux dire, il n'y a pas de complotisme. Il n'y a pas 10 grands patrons qui se réunissent le matin en disant voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. Et Dieu merci, il y a de toute façon les réseaux sociaux qui sont typiquement aujourd'hui le principal contre-pouvoir en France, et qui sont un contre-pouvoir franchement libre. Allez, il nous reste 2 minutes. Merci Olivier. Donc c'était un bon dialogue avec Alain Duhamel. Vous avez vu, on vous a laissé vous exprimer. Donc c'était un très bon dialogue. Peut-être parce qu'il nous reste 2 minutes. On va pas tout dévoiler dans votre livre. Donc vous revenez, je le disais, le bonapartisme. Ensuite toutes les coulisses, quand même aussi justement de l'élection aussi d'Emmanuel Macron par rapport à la gauche, etc. Il y a plein de choses très intéressantes. Et puis vous terminez sur 2022. Alors 2022, et vous passez en revue
vu les candidats possibles, potentiels, etc. Et je dis qu'il peut y en avoir de nouveaux qui surgissent. De nouveaux, oui. Y compris des inattendus. Des inattendus. Comme l'était Emmanuel Macron. Alors d'un côté, parce que vous abordez tout le monde, Zemmour par exemple, vous dites possible, le général de Villiers, possible. Je dis d'eux, ce sont des personnalités qui, s'ils décidaient d'y aller, alors le général de Villiers, je n'y crois pas, à tort ou à raison. Éric Zemmour, je ne le pense pas, j'ai un petit poil d'incertitude quand même, mais je pense qu'ils auraient leurs 500 signatures, et donc qu'ils pourraient se présenter. Alors maintenant, ils n'auraient pas de parti, ils auraient moins d'argent, etc., certainement, mais on ne peut rien exclure. Et alors surtout, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'on sera l'année prochaine en période encore de crise économique et sociale aiguë. Le Covid, j'espère qu'il sera éloigné, mais après tout, on n'en a pas de certitude, puis il peut y avoir un autre Covid. Donc ça sera une situation politique tellement chaotique, tellement nouvelle, tellement atypique, que à peu près tout peut se passer. Quand je dis ça, je suis pas en train de me dérober en disant je veux. Bon, mais je considère que je considère pas du tout que, par exemple, la candidature d'Emmanuel Macron aille de soi. C'est dans mes yeux, c'est pas du tout évident. Une femme peut-être. Bien entendu. D'ailleurs, de toute façon, il y aura des femmes. Il y a déjà Marine Le Pen. Et il y aura peut-être Anne Hidalgo. Et il y en aura d'autres, bien sûr. Et c'est souhaitable. Puis il y a un moment où quand même on aura une présidente de la République. Bon, c'est peut-être la prochaine fois. Je ne sais pas. Ce sera peut-être moi. Voilà. Bon, merci Alain Duhamel, Emmanuel Le Hardi aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à vous d'être venu ce matin dans les studios de Sud Radio.